Gang d'officiantes pour celles qui veulent devenir officiantes de cérémonie laïque sort le 15 mai 2023. Inscris-toi dès maintenant à la liste d'attente en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois une personne que j'aime beaucoup pour parler d'un sujet hyper important pour moi. Ludivine Casili et moi, on s'est rencontrés quand Ludivine était prof de danse et moi, wedding planner. Elle apprenait à mes mariés à danser pour leur ouverture de bal. Depuis, de l'eau est passée sous les ponts et Ludivine s'est reconvertie. Elle est aujourd'hui coach pour les femmes hypersensibles et haut potentiel. Elle est aussi l'auteure de 2 livres sur l'hypersensibilité. Bref, tu l'auras compris, on va parler hypersensibilité aujourd'hui. Hâte que tu me donnes ton avis sur cet épisode. Je te laisse l'écouter. Coucou Ludivine, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue à toi. Merci, je suis ravie d'être là, évidemment. Je suis trop contente parce que, en fait, je suis ton parcours qui est plutôt, alors je vais utiliser un mot qui va te faire rire, mais atypique, n'est-ce pas? Ça me fait rire, c'est rigolo. Et c'est passionnant. Donc, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oh là 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 là, on est parti pour un moment. Qui je suis? Écoute, on va repartir de presque du début. Je suis thérapeute, je suis coach. Au départ, je suis prof de danse. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est là que j'allais, effectivement, parce que j'ai créé une école de danse en 2010 à Paris, pour laquelle j'accompagnais, entre autres, les futurs mariés sur les préparations d'ouverture de bal de mariage. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'est aussi dans ce cadre-là, et dans le cadre de mon enseignement, et dans le cadre de ce que j'avais vécu aussi, soyons complètement honnêtes, que je commençais à me questionner sur les problématiques d'apprentissage. Que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, il n'y avait pas de différence. Je rencontrais des trucs qui me paraissaient assez surprenants, assez questionnants. Moi, j'avais eu aussi de gros problèmes d'apprentissage et je me disais, qu'est-ce qui peut jouer, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, on a du mal à apprendre, qu'est-ce qui peut faire qu'on n'arrive pas à refaire quelque chose et comment moi, je peux améliorer ça en gagnant du temps, en étant là, que ce soit avec les adultes ou les petits. Et c'est ces questions-là qui m'ont amené à me former, à repartir sur des cursus. Alors, j'avais fait un cursus de psycho, mais ça faisait très longtemps. Et c'est ces questions-là qui m'ont amené à me former sur un parcours de psychopédagogue, qui est donc la particularité, c'est d'accompagner les enfants et les adultes à apprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas ou qu'il y a des choses qui nous bloquent. Et au fur et à mesure de ce parcours de formation, j'ai abordé plein de modules différents et on en est arrivé à parler, alors de manière, je raccourcis évidemment le système, mais de manière très induite et j'ai fait un petit peu le lien entre les problématiques d'apprentissage, l'hypersensibilité et le haut potentiel, donc les profils atypiques. Donc là, je l'ai un peu pris, pas un peu, même j'ai pris une grosse claque en me disant, dis donc, c'est très très surprenant ce que raconte la dame là, ça me rappelle un petit peu ma vie. Il serait peut-être un petit peu temps que je commence par me questionner par moi, donc visiblement. Et ça répondait effectivement à toutes les questions que je m'étais posées, alors que moi je m'étais dit, c'était ma grande question. Est-ce que si j'arrive pas à apprendre, c'est parce que j'ai eu des traumas? Est-ce que j'arrive pas à apprendre parce que je suis trop nulle et que définitivement j'y arriverai jamais? Et c'est ce que un petit peu l'école m'avait renvoyé, même si elle me renvoyait plutôt, c'était plutôt, on savait pas trop quoi d'ailleurs. Et en fait, la psy qui était là a mis en avant des choses qui me tapaient un peu à la figure et qui me faisaient dire que visiblement c'était l'opposé, totalement. Donc je me suis questionnée, j'ai passé des tests, patati patata, et ce qui devait se révéla. Effectivement, on est parti sur du parcours atypique, c'est-à-dire au potentiel. Donc au potentiel, ça veut pas dire plus intelligent que les autres, c'est un cerveau qui fonctionne différemment, avec une hypersensibilité en plus, qui fait que ça jouait pour les problématiques d'apprentissage, d'une part parce que c'est un cerveau qui a du mal à gérer le stress,
Et ça, c'est la vérité vraie, c'est que forcément, quand les neurones, il y en a plus et que ça va plus vite, et ben toutes les infos arrivent plus vite aussi, et du coup, le stress, voilà, c'est difficile à gérer. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, en plus de donner les cours de danse, je me suis mise à consulter, j'ai fini mon parcours en hypnose, j'ai fini un parcours en PNL, j'ai fini un parcours sur les hypersensibles et les atypiques aussi, et en même temps que l'école, je me suis mise à consulter. Et en 2017, parce que j'avais aussi un parcours perso assez compliqué, j'ai décidé que je me donnais encore 3 ans et qu'après j'envoyais tout balader, l'école de danse, le mari et tutti quanti. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, il y a un moment, alors l'école de danse, puisque c'est quand même le sujet, mais il me fallait du temps puisque c'était une entreprise et que j'avais énormément de monde et que ça s'organise, une fin d'entreprise de la même façon qu'un début. Et surtout, je me disais, j'étais très fière de moi à ce moment-là. Je me disais, comme j'ai jamais rien organisé dans ma vie, j'ai toujours fait très intuitivement en disant là je fais ça, là je fais ça, là je fais ça. Pour une fois, je vais pouvoir téléphoner à ma mère et lui dire voilà, tout va bien, je sais que dans tant de temps, ça va s'arrêter, voilà les raisons. Je suis une femme très organisée, maintenant je suis une femme en fait, donc je fais plus les trucs n'importe comment. Ça, c'était donc en 2017. En 2019, en décembre, j'ai effectivement rendu mon bail de l'école de danse. C'était un bail pro, donc il fallait 6 mois. Donc, ça devait s'arrêter en juin 2020, en juillet précisément. J'avais bien organisé en décembre. Je me disais, je préviendrai les clients en avril. Ça me laisse un peu le temps de me retourner, de préparer le spectacle de fin d'année. Enfin, voilà, tout, et de partir. Cool, quoi. On aura fait un beau départ. On aura fêté ces 10 ans-là, 12 ans, et ça sera chouette. 2020, quoi. Mais comme visiblement m'a dit une amie à moi, il faut que tu arrêtes d'organiser les trucs parce que quand tu organises les trucs, c'est le bordel puisqu'en mars, le Covid est arrivé. Et elle m'a dit, ça, c'est à cause de toi, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est le seul truc que j'ai organisé dans ma vie et c'est parti en cacahuète complet. Voilà, bon, bref, passons la grosse parenthèse qui a été bien pénible du Covid pour les boîtes et pour une fin. Quand tu décides de fermer ta boîte cette année-là et que c'est pas fait exprès, c'est encore plus le bazar. Et donc, depuis depuis 2010-20, je n'ai plus l'école de danse et je ne consulte plus à l'école de danse, mais j'ai un cabinet où je consulte, où j'accompagne à la fois en collectif et en one-to-one. Donc, essentiellement les femmes en hypersensibilité et en haut potentiel. Pourquoi essentiellement les femmes ? Parce que quelque chose tend à faire croire que les hommes vont moins vers le développement personnel que les femmes, sans quoi je déduis que les hommes se questionnent moins que les femmes. C'est un peu réducteur comme réflexion, mais voilà. Non, mais je pense qu'il y a des dictates là-dessus. Je sais pas, de dire qu'on n'a pas besoin de ça. Quand tu parles à des hommes là-dessus, comme tu dis, c'est réducteur, mais en vrai, ça se vérifie, quoi. Quand tu parles à des hommes là-dessus, ah ouais, mais moi j'ai pas besoin. Mais en fait, alors, plus tu dis que t'en as pas besoin, plus t'en as besoin. Je dis ça, et en même temps, pour sauver leur cause, parce qu'il faut quand même bien la sauver, sinon on va passer pour des vilaines. J'ai donc écrit 2 bouquins. Le premier est sorti en janvier 2022, qui est très genré, il faut quand même bien le dire. C'est un bouquin avec une cible pour femmes, des dessins pour femmes, dans une collection pour femmes. Et la couverture est rose en plus pour couronner le tout. Et la première signature que j'ai faite, le premier livre que j'ai signé, je l'ai signé à un homme. Comme quoi. Donc, comme quoi, tu vois, et là je me suis dit, merde, alors, c'est-à-dire que on est en train de me faire casser toutes mes théories. Et j'ai donné un atelier en novembre à Nîmes, pareil, sur le thème de l'hypersensibilité, et il y avait aussi 2 hommes dans l'atelier qui étaient perdus parmi les 14 femmes, mais qui ont... Non, mais ça commence à évoluer quand même. Mais bien sûr, et en plus ils ont plein de trucs à dire super intéressants, donc voilà, c'est pour la petite blague que je dis. Ne leur coupons pas la parole. C'est ça. Autant que faire se peut. Voilà pour mon parcours. Ok, alors moi j'ai retenu un truc dans ce que tu disais, plusieurs, mais ce qui m'a forcément titillé, c'est quand t'as dit que les hypersensibles ou les HP, je sais plus lequel des deux, avaient du mal à gérer le stress. Et c'est vrai oui, les deux. Et donc du coup, je m'interroge parce que c'est vrai que dans les wedding planners, il y a quand même, par exemple, prenons ce métier, il y a quand même pas mal de personnes atypiques qui quand même font ce métier-là et qui arrivent à gérer le stress des autres. En fait, finalement, c'est pas forcément le leur, mais c'est celui des autres. Ouais, et la question, c'est vraiment de se dire à quel prix. Parce que si on gère,
on gère ce stress, oui, parce que de toute façon, la vie est faite, on est un animal d'adaptabilité, on s'adapte, et encore plus l'hypersensible, il a tellement envie d'être aimé que de toute façon, il est prêt à s'adapter à tout. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais gérer le stress, oui, mais la question, c'est à quel prix? C'est-à-dire que, pour moi, bien gérer le stress, ça veut dire, je fais ma journée de travail, il y a du stress dans ma journée de travail, mais quand je rentre, j'ai pas envie d'exterminer la terre entière parce que ou que j'ai pas envie de trucider mon enfant ou mon mari dès qu'il me dit bonjour ma chérie parce que j'ai vécu une telle journée de stress et j'ai tellement épongé ce stress que ça doit ressortir à un moment donné. Donc oui, gérer le stress, mais encore une fois, c'est vraiment intéressant de se poser la question de est-ce que je le gère tant bien que mal? Ou est-ce que j'ai compris quel était le phénomène de stress, j'ai compris ce qui me stresse, j'ai compris comment moi je peux m'aider à mieux le vivre plutôt que de le gérer, parce que dans l'idée de gérer, il y a vraiment je fais comme je peux, voilà, je gère quoi. Mais l'idée c'est de se dire j'en ai conscience et aussi je sais ce dont j'ai besoin pour l'évacuer. Parce que sinon à un moment donné c'est l'effet, je rentre dans des images, mais c'est l'effet lasagne. C'est-à-dire que t'accumules des couches, c'est pas la couche du bas qui va te faire péter les plombs, c'est la dernière couche qui va faire tout déborder, c'est pas celle du bas. À part que souvent avec ces histoires de gestion du stress, la dernière couche, elle va être complètement anodine, c'est-à-dire que tu vas rentrer chez toi, ton gamin aura posé un verre à côté du dessous de verre et tu vas péter les plombs. Et lui, il va te dire mais je l'ai posé à côté du dessous de verre, c'est peut-être pas si grave non plus. Et non, dans l'absolu, c'est pas grave, mais comme il y a toutes les couches dessous, celle-là, pour ce jour-là, à ce moment-là, on sait pas pourquoi, ça part là. Donc si c'est ça, gérer le stress, moi, je suis un peu dubitative. Tu vois? Ouais. Ok, donc comment on sait qu'on est hypersensible? On le sent. J'ai envie de dire, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bon, avec ça, on n'est pas bien plus avancé. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, on sait que, parce qu'on en parle beaucoup, de l'hypersensibilité. Enfin, en tous les cas, à Paris, parce que je suis allée dans d'autres endroits, ils en parlent pas plus que du salon de la saucisse, mais du salon de l'agriculture à Paris aujourd'hui. Pareil. Pardon. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus chic. Salon de l'agriculture que le salon de la saucisse. On le sait parce que on ressent tout plus fort. Quand je dis on ressent tout plus fort, c'est que il faut comprendre que on perçoit le monde par nos sens et on perçoit le monde par nos émotions. Quand on a un curseur classique de quelqu'un de sensible, puisqu'on est quand même tous sensibles, on parle d'hypersensibilité, mais la sensibilité c'est propre à chacun. Une lumière c'est ok, un bruit c'est ok, il n'y a pas de particularité. On va voir une lumière comme étant une lumière. Quand on est hypersensible, c'est comme si on avait, pour le coup, on parle de lumière, si on avait un curseur au maximum en permanence, un variateur électrique au maximum en permanence. Donc là on va pas voir une lumière, on va voir un truc qui nous explose les yeux. Si on est sensible à la lumière. Donc, chez les hypersensibles, on va retrouver ce qu'on appelle les hyperesthésies. Et c'est la façon de percevoir les sens de manière très forte. Ça peut être relatif à un sens ou à plusieurs sens, voire à tous les sens. Les lumières, par exemple, chez l'hypersensible, il va avoir du mal à supporter les endroits mal éclairés, les lumières très blanches, les néons, les trucs qui crament les yeux. S'il est misophone, s'il a un truc avec le bruit, il va avoir du mal à supporter les petits bruits comme ça, là, tu vois, les bruits d'ongles, les bruits de radiateur, les gens qui mangent à côté de lui, les clic-clac, de tac-tac des téléphones. Enfin, il va y avoir plein de bruits comme ça qui rendent complètement fou quand on est misophone. On va retrouver beaucoup chez les enfants hypersensibles des hypersensibilités kinesthésiques, donc les étiquettes qui grattent, mais au point où on peut pas garder le pull en fait, la culotte, l'élastique de la culotte, les collants, les enfants, voilà, c'est ceux qui ont des enfants. Les chaussettes. Même chez les adultes, les chaussettes. Moi, par exemple, j'ai un vrai problème avec les chaussettes, il faut le savoir. Et voilà. Moi, c'est les couvertures. Tu sais, les couvertures de grand-mère, là. Ouais, je ne peux pas toucher ça. Je ne peux pas. Mon mec, c'est les draps en lin. J'ai acheté une parure qui m'a coûté la peau des fesses. On ne peut pas s'en servir parce qu'il ne veut pas toucher le lin avec sa peau. Ah ouais. Moi, les couvertures de mamie, là, c'est pas possible. Je peux pas. Ben voilà. Donc, les hyperesthésiques, kinesthésiques, c'est ça. Donc, l'hypersensibilité, c'est vraiment cette perception très, 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 très forte, mais vraiment au point de pas pouvoir, comme tu dis, on peut pas. Et après, ce qu'on va retrouver aussi, c'est l'hyper-émotivité. Donc, les perceptions des émotions très fortes. Donc, on va dire, une grande joie, c'est une très, très grande joie. Et un truc
j'en sais rien, une pub d'assurance avec un chien qui se fait écraser la patte, vous allez chialer pendant des heures et des heures en disant le pauvre chien. Bon, bref. Et l'hypersensibilité, c'est pas un peu ça, c'est carrément ça. Et du coup, c'est que tout est perçu trop fort. Il faut savoir qu'on le voit au niveau de l'IRM, il y a vraiment une modification au niveau du cerveau. C'est aussi pour ça qu'on fait le lien avec le HP, parce que c'est le même mode de fonctionnement. En tous les cas, au niveau du cerveau, ça ne veut pas dire qu'on est forcément HP quand on est hypersensible et vice-versa. Donc, beaucoup plus de neurones miroirs. Donc, le neurone miroir sert à comprendre l'autre et à faire ce que fait l'autre. Donc, forcément, une empathie qui est plus forte aussi. Ça va plus vite, ça tourne plus vite tout le temps. Et en plus, c'est un cerveau qui est incapable de gérer l'ordre de priorité. C'est-à-dire que c'est un cerveau qui va attraper toutes les infos comme étant importantes. Du pull de la voisine qu'on n'a jamais vu. J'ai suivi une de tes masterclass là-dessus. Sur le pull au café. Ouais. Et ça, c'est quand même, franchement, ce challenge que t'as fait, alors j'ai pas pu tout faire parce que j'étais en vacances, donc ça m'a beaucoup embêtée parce que vraiment, c'était une pépite. Vraiment, je me suis reconnue dans le... Tu disais, en fait, si j'ai bien retenu, tu disais qu'en gros, tu vas au café et ta collègue te dit dis donc, t'as changé de pull aujourd'hui. Et là, tu te dis, mais est-ce qu'elle le trouve beau? Est-ce que je le trouve moche? Est-ce que je suis moche là-dedans? Est-ce que j'ai grossi? Et tu parles dans 10 000 trucs. Et ça, c'est tellement, alors l'atypique a vraiment cette particularité, que ce soit l'hypersensible ou le HP, cette idée de pensée en arborescence. Il faut savoir que tout le monde a quand même globalement une pensée en arborescence, ça leur est pas destiné. L'idée de la pensée en arborescence, c'est qu'on pense dans tous les sens, mais chez l'atypique, elle va beaucoup plus vite et il y a beaucoup plus d'infos qui arrivent. Et en plus, comme il a ce stress qui gère très mal, parce que l'insula est mal géré au niveau du cerveau. Et bien forcément, et comme en plus il a besoin d'être aimé, quand il arrive, c'est l'histoire du pull bleu à la machine à café où t'arrives et la nana te dit dis donc t'as mis un pull bleu aujourd'hui, et là au lieu de te dire juste de te dire tiens elle a remarqué mon pull bleu, ça va partir en sucette en fait. Et le problème c'est que et c'est tout le temps comme ça chez l'atypique, c'est que à partir de là il va se mettre à régler 3 millions de problèmes qui sont pas là. Et ce que je dis aux filles moi toujours, en fait là t'es en train de régler des problèmes qui peut-être n'arriveront jamais. Mais par contre, celui qui va t'arriver, parce que la vie, elle est pas mal faite pour ça, celui qui va t'arriver, tu l'auras pas prévu. Parce que la vie, elle te laisse régler tous tes problèmes. Et après, elle t'enverra le vrai. Donc, c'est fatigant et c'est épuisant. Et tu parlais du stress tout à l'heure. Forcément, c'est des cerveaux qui sont très imaginatifs. C'est des cerveaux qui sont très bons pour être chef d'entreprise parce qu'ils sont capables de s'adapter à plein de choses. Et forcément, on le retrouve dans le milieu des wedding planners. Mais en même temps, si on ne prend pas conscience de comment on fonctionne, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Justement, la question suivante, c'était, tu m'as tendu la perche, c'était justement, est-ce que hypersensibilité est-elle compatible, en fait, l'hypersensibilité est-elle compatible avec l'entrepreneuriat? Alors, non seulement elle est compatible, mais je pense qu'elle est... c'est la théorie à 2 francs 50, c'est de la psychologie de supermarché, mais je pense que les hypersensibles, les atypiques de manière générale, sont faits pour être entrepreneurs. Parce qu'il y a cette grande imagination, parce qu'il y a cette pensée en arborescence, parce qu'il y a ce côté très empathique, donc ils comprennent l'autre, ils entendent l'autre, et du coup ça en fait de très bons chefs d'équipe. Mais en contrepartie, ils ont aussi besoin de rituels, ils ont besoin de choses très structurées pour pouvoir... moi, j'ai toujours dit, et notamment quand j'avais l'école de danse, que mes profs me disaient « Ah ben ouais, mais c'est le bordel et tout ». Je dis « Oui, mais c'est le bordel parce que dans ma tête, c'est structuré, en fait. » C'est-à-dire que pour pouvoir donner un cours en faisant dans tous les sens et n'importe comment, vous avez l'impression que c'est n'importe comment. Et dans ma tête, il y a une espèce de cadre psycho-rigide où je sais où ça va pas partir. Donc, ils ont vraiment besoin de ça. Mais oui, ils sont de très bons chefs d'entreprise à partir du moment où ils comprennent comment ils fonctionnent. Je pense à une de mes coachées qui me disait est-ce que je suis vraiment faite pour ça, pour l'entrepreneuriat, parce que tout le monde lui dit que en fait l'entrepreneuriat, attention, et surtout t'es décoratrice, attention, mais tu te rends pas compte dans quoi tu te lances, au secours, tu vas rater. Les gens lui disent tu vas rater. Et je lui dis mais bien sûr que t'es faite pour ça. Ça questionne autre chose. Ça questionne la peur des gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on annonce aux gens qu'on va être indépendant, ça vient faire clignoter chez eux leur propre peur. Exactement. Et indépendant dans la tête des gens, c'est ah oui mais tu vas pas gagner d'argent. Ah oui mais peut-être tu vas pas t'en sortir. Ah oui mais t'as pas de salaire. Ah oui mais t'as pas de chômage. Ah oui mais t'as pas de congé payé. T'as pas de ticket resto. T'as pas de ticket de CE. T'as pas
t'as pas de vacances. Et ce qui résonne là, c'est la peur des gens, en fait. Quand on vous dit ça, c'est qu'il faut vous dire un truc, c'est leur propre peur. De quoi t'as peur, toi, en fait? Parce que moi, ça va, tu vois, et c'est OK, quoi. Et je voulais revenir juste sur la question, tu sais, comment on sait qu'on est hypersensible ou HP, parce que du coup, c'est un peu entremêlé dans notre conversation. Mais par exemple, moi, j'ai jamais fait de test. Ok, mon fils en a fait. C'est, tu le sais, hein, on en a discuté, mais c'est en lisant sur l'hypersensibilité et le fait d'être HP que je me suis rendu compte, en fait, on parle de mon fils ou on parle de moi, tu vois. Et du coup, comme en ce moment on entend beaucoup parler de ça, tout le monde dit ouais, mais de toute façon, si on vous écoute, vous êtes tous HP, tous hypersensibles, tous machin. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Mais je réponds pas à ces gens-là, moi. J'ai autre chose à faire de ma vie. J'ai beaucoup trop de choses à faire intéressantes que de répondre à des discours comme ça. C'est ce que tu m'as dit quand j'ai posé la question, quand je te disais voilà, par rapport à mon fils, il y a quelqu'un très proche de lui qui a du mal à intégrer le truc. Qu'est-ce que je lui dis pour le convaincre? Tu m'as dit mais pourquoi tu veux le convaincre? Faut arrêter de convaincre. C'est qu'on s'obstine à essayer de convaincre des gens dont on se fout. Donc pourquoi les convaincre, quoi? Alors, il y a deux choses. L'hypersensibilité, on sait aujourd'hui que c'est entre 20 et 30% de la population. L'hypersensibilité, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est un mode de fonctionnement, c'est une caractéristique comme le fait d'avoir les yeux bleus, d'avoir les yeux verts, d'avoir les cheveux blancs, alors que moi j'ai les yeux bruns. Donc il y a pas il y a un test qu'a mis Hélène Aron en place sur son site, mais il n'y a pas de diagnostic à poser. Vous pouvez aller voir quelqu'un qui va confirmer ce que vous ressentez, et qui est spécialisé en hypersensibilité, et qui va vous dire oui, effectivement, ce que tu vis, ça ressemble à l'hypersensibilité. Tant qu'on n'en souffre pas, on n'est pas amené à aller voir quelqu'un en général. On va souffrir de la gestion des émotions, on va souffrir du perfectionnisme, on va souffrir de ces montagnes russes émotionnelles, et surtout on souffre souvent de se sentir en décalage et de pas être compris par tout le monde. Et moi, je dis toujours aux filles qui me disent « Ah, mais oui, mais j'arrive pas à me faire comprendre par tout le monde. » Je dis « Mais c'est quoi cette prétention de vouloir être comprise par tout le monde, en fait? Un peu d'humilité. Est-ce que vous comprenez tout le monde? » Ben non, c'est normal. Donc oui, il y a une hypersensibilité. Oui, tout le monde ne la comprend pas, mais non, c'est pas grave, en fait. Donc, si on le ressent, si on le vit, après je vous dis, on peut faire un test sur l'hypersensibilité, c'est pas un souci, mais ça questionne pas. Sur la HP, on est sur autre chose. Ouais, alors justement, parce que quand j'en ai discuté moi avec ma psy à l'époque, c'était ma psy d'adolescence, on va dire, quand j'avais des soucis à la maison et que je suis allée en voir une, et avec qui j'ai repris contact et qui m'a dit mais c'est marrant parce que maintenant je suis spécialisée dans les HP et les hypersensibles. Bref, et donc elle me dit ce que je lui dis mais moi j'ai pas l'impression d'être, parce que je le lis beaucoup ce que tu dis, c'est-à-dire d'avoir ce vrai décalage entre les personnes et l'autre personne. Et moi j'ai pas vécu ça forcément. Et du coup elle me dit mais vous êtes homogène et il y a d'autres personnes qui sont plutôt hétérogènes et c'est pour ça aussi que vous. Alors et il y a aussi ce truc de dire moi c'est plutôt les autres qui m'ont fait remarquer que j'étais hypersensible au final, qui me disaient mais t'es trop sensible toi, franchement c'est n'importe quoi, tu pleures pour rien. Oui, c'est ça, c'est le trop ou pas assez. Ah bon. Mais ce que tu dis qui est intéressant aussi, c'est que nos repères au quotidien, ce sont les livres. Et les livres, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, parce que j'en lis beaucoup, c'est très très bien. Mais il a un objectif, il a une cible, ce livre. Et évidemment qu'il peut pas s'adresser à tout le monde. Et évidemment, quand on est dans des singularités comme ça, que ce soit l'hypersensibilité ou le haut potentiel, on est sur des choses très spécifiques. Pour une raison qui est très simple, c'est que l'une comme l'autre, l'hypersensibilité ou le HP, quand on a les deux, peu importe, mais il faut savoir vraiment un truc hyper essentiel, c'est que ça va se colorer de ta culture, de ta famille, de la façon dont tu as été élevé, de la façon dont t'as grandi, de la façon dont tu construis ta vie, de tes traumatismes. Et ça sera pas pareil chez toi que chez un autre HP. J'ai eu un jour en consultation une dame une jeune femme de 45 ans. Qui, tout à fait. Voilà. Très jeune femme de 45 ans, qui venait, parce que elle avait le permis, elle n'arrivait pas à conduire. Elle était algérienne et elle a grandi dans un environnement avec 8 frères et sœurs, un papa instituteur, mais où on lui a dit, globalement, et c'est pas du tout péjoratif, mais on lui a dit, ton rôle à toi, c'est d'être une femme au foyer.
Et moi, quand je l'écoutais parler, quand j'avançais un petit peu dans la conversation et tout, je me disais, putain, mais il y a quand même un sacré mode de fonctionnement que je connais étrangement. Seulement, elle n'a pas pu le déployer, en tous les cas. Ça se mettait en place dans sa vie au quotidien, mais pas tel qu'on peut imaginer Einstein, en fait. Ou pas tel qu'on peut imaginer un enfant, alors je vais prendre une caricature pour ceux qui habitent à Paris, mais un gamin qui habite dans le 16e et qui va au musée tous les jours et qu'on amène au cinéma tous les jours et qu'on cultive sur des tas de trucs. On n'aura pas les deux mêmes enfants. Et pourtant, ils auront les deux mêmes cerveaux, les deux mêmes modes de fonctionnement, mais on n'aura pas le même résultat. Tout ça pour dire que dans les livres, on ne peut pas s'adresser à tout le monde en particulier. On s'adresse à la généralité. Et là, si tu as suivi le challenge dont tu parlais tout à l'heure, je fais toujours référence à la tarte aux pommes. Tu n'étais pas là pour la tarte aux pommes. Si, je crois que ça me dit quelque chose. Attends, où j'ai dit toujours, si vous voulez faire une tarte aux pommes, pas avec moi, parce que pour le coup, je suis très très mauvaise en cuisine, mais si vous voulez faire une tarte aux pommes, vous avez deux options. La première option, vous achetez des livres. Et vous vous dites, ok, trop cool, je me suis acheté des livres, parce que les atypiques, ils achètent beaucoup de livres. Ils ont besoin de bien théoriser. Des fois même, ils achètent tellement de livres qu'ils se disent, non, je vais pas le faire, je vais plutôt attendre d'acheter un autre livre, et puis quand j'en aurai lu 350, peut-être que je me déciderai. Ou j'en achèterai un 351e, on verra bien. Bon, bref, donc tu veux faire une tarte aux pommes et tu te dis, ok, ma nouvelle idée, c'est la tarte aux pommes, je kiffe la tarte aux pommes, je vais acheter 10 livres et je vais faire une tarte aux pommes qui va être la reine des tartes aux pommes. Ok. Premier livre, il y a du sucre. T'aimes pas le sucre? Merde, je prends un deuxième livre. Deuxième livre, dans la tarte aux pommes, elle met la fleur d'oranger. Hein, j'aime pas la fleur d'oranger. Troisième bouquin, elle met du sucre vanille. Hein, mais j'aime pas le sucre vanille non plus. Quoi. Bon, bref, t'as compris l'idée. Et tu te fais comme ça tous les livres et tu te dis, putain, mais en fait, chaque fois dans les livres, il y a un truc qui me va pas. Autre option, t'appelles Maïté. Pour les plus jeunes, Maïté, c'est une grande cuisinière. Et tu lui dis, allô Maïté, j'aimerais faire une tarte aux pommes. Et ben Maïté, elle va venir, elle va te dire, ok, qu'est-ce que t'aimes pas? T'aimes pas la fleur d'oranger, t'aimes pas le sucre, t'aimes pas le beurre, écoute, va acheter un pain au chocolat. Bref, et elle va t'apprendre à faire une tarte aux pommes en fonction de qui tu es. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que les livres ont leurs limites. Parce que les livres, ils vont essayer de s'adresser au plus grand nombre. Mais toi, t'es pas le plus grand nombre. Voilà. Et c'est ce qui fait que, on se retrouve pas dans les livres quand on est atypique, ou en tous les cas, on se dit, et comme l'atypique, il est là, oui, mais moi, si je me trouve pas dans toutes les cases, c'est que c'est pas moi. C'est pareil, je peux pas être HP, je suis nulle en maths. Je suis une femme, oui, bien sûr. Tu la connais, celle-là? Bah oui, ah ben non, moi, je peux pas être HP, ça doit être mon mari. Ouais. Ouais, ok. Mais parce qu'on en a fait aussi une caricature au départ. Tant qu'on comprendra pas que dans le HP, ce qu'on questionne, ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est un mode de fonctionnement différent et des caractéristiques très, très différentes d'un neurotypique, de quelqu'un qui ne l'est pas. Et ben voilà. Et après, moi, j'ai toujours le truc des nanas qui me disent, ah ben oui, mais dans ces cas-là, tout le monde est HP parce que je côtoie que des HP. Oui, mais parce que on ne côtoie que les gens qui nous ressemblent. Voilà. On côtoie les gens qui ont les mêmes valeurs que nous. On côtoie les gens qui vivent de la même façon que nous. Il faut être complètement honnête. On ne va pas fréquenter des gens où on se dit, mais c'est qui ces gens-là? Ben oui, donc forcément, il y a fort à parier qu'autour de toi, si tu aimes le bridge, t'es que des gens qui jouent au bridge. Et tu vas pas me dire pour autant, ça veut dire que toute la population française joue au bridge? Ben non, ça veut dire que c'est ce que t'aimes faire. Donc forcément, tu vas t'entourer que de ces gens-là. Les gens qui jouent au golf, ils fréquentent que des golfeurs. Et c'est ok, en fait. Et tu vas pas leur dire, mais vous vous stigmatisez, les gars. Ben non, on se stigmatise pas, mais on pratique ce sport-là. Donc, on a les mêmes valeurs, on échange les mêmes activités, les mêmes moments de plaisir, et on se retrouve entre golfeurs. Mais ça reste encore tabou en France. Donc, forcément, et comme tout le monde, enfin, beaucoup sont persuadés que quand on parle de HP, on parle de plus intelligent. Et bien, on est sur ce truc assez caricatural. Ok, donc tu confirmes que entrepreneuriat et hypersensibilité, c'est compatible, et même voire plus que compatible. Si tu devais donner 3 conseils à une personne hypersensible qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ça serait quoi? Dormez bien avant de vous lancer. Parce qu'après, ça n'arrivera plus. C'est ça. Non, je blague. Non, 3 conseils, c'est la passion en tant que telle, peut-être n'existera pas pour vous. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, vous allez vouloir être wedding planner et peut-être que dans 6 mois, vous voudrez être décoratrice de fleurs. Et c'est OK. En fait, on s'en fiche. Il n'y a pas un bouquin qui dit qu'il faut faire toujours la même chose toute sa vie. Ça, c'est le premier des conseils. Le deuxième des conseils, c'est posez-vous toujours la question du pourquoi.
pourquoi je le fais, pourquoi j'ai envie de le faire, pourquoi j'y vais, qu'est-ce qui m'anime. Le pourquoi, ça doit être la seule question que vous vous posez le matin. Et la troisième, c'est posez bien avant de démarrer ou régulièrement, en tous les cas, mes besoins, mes limites et mes valeurs. Parce qu'à partir du moment où vous avez les trois, ça va être quand même vachement plus facile pour bosser. C'est bien, je reconnais pas mal de choses que je donne dans ma formation, dans ce que tu dis, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Je sais pas si tu as déjà écouté le podcast, mais à la fin du podcast, je pose toujours des questions que je n'ai pas envoyées. Vas-y, j'adore. La première, c'est qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat ? Que j'étais capable et qu'il fallait jamais écouter les gens qui me disent non, ça marchera pas. Ouais, je valide. C'est quoi réussir pour toi ? C'est oser. C'est oser faire le premier pas. Et puis se dire, on verra bien. C'est vraiment se mettre en mouvement. Tu estimes avoir réussi dans la vie ? Oui, du coup. Si c'est oser. Est-ce qu'il y a un outil, un livre, un truc dont tu peux pas te passer en tant qu'entrepreneur aujourd'hui ? Une émission débile quand j'ai besoin de mettre mon cerveau sur pause. Laquelle ? Je peux pas le dire parce que j'ai dit débile. Ok, tu me diras en off alors. Voilà. Est-ce que tu imagines quelqu'un à interviewer pour moi, la prochaine personne dans Wedding Divan ? Qui tu pourrais interviewer dans Wedding Divan comment il s'appelle j'arrive pas à dire son nom, le cuisinier là qui est absolument saisissant. Attends, il faudrait que je te retrouve son nom. Je te retrouverai le nom là, celui qui vient de sortir un bouquin. Okay. Il n'est pas cuisinier d'ailleurs, il est pâtissier. Qui est monté en flèche ou bien Marc Lavoine. J'aimerais bien que tu interviewes Marc Lavoine. Mais dans Wedding Divan, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne faire dans Wedding Divan, Marc Lavoine ? Parce que c'est insensible, donc je suis sûre qu'il aurait beaucoup de choses à dire sur le mariage en fait. Je suis sûre que cet homme a beaucoup de trucs. Il est très très sensible, il a une sensibilité très particulière, je suis sûre. Ouais, j'aime beaucoup Marc Lavoine, je suis d'accord. Donc voilà, je suis sûre qu'il a sa place dans Wedding Divan. Et si tu l'as, je veux que tu me préviennes quand même. Bien sûr. Écoute, c'est noté. Ça va être dans mon top 100 du coup parce que ça va être un challenge en tout cas ce que tu me donnes là. Merci, Ludivine. On aime les challenges. En tout cas, merci infiniment pour tout le partage que tu as donné aujourd'hui. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de monde, surtout j'espère. Dans ce métier-là, dans le mariage, on est nombreux à être hypersensibles ou atypiques. Donc merci beaucoup et longue vie à toi. Écoute, on va essayer. Et tout ce qu'on fait pour prendre soin de nous, on devrait vivre jusqu'à 300 ans, je pense. J'ai pas de doute. Clair. Merci beaucoup, en tout cas. À très vite, Ludivine. À très vite. Et voilà le gang, un épisode que j'ai adoré enregistrer. J'espère qu'il te fera autant de bien qu'à moi. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Partage-le autour de toi. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux aussi m'aider à faire connaître Wedding Divan en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.